J'oublie souvent que ma ville est aussi une île. Faut revenir sur les berges pour me le rappeler. Laisser mon chien courir sur les roches glissantes. Descendre à Verdun, prendre un bain d'horizon. Wow! Chut! Wow! Un écureuil. C'est tout ce que ça prend pour transformer mon chien de salon en prédateur féroce. Allez, viens! On va laisser tranquille l'écureuil. Viens! Allez. Perché sur son fil électrique, on dirait que l'écureuil règne sur la ville, qui a toujours fait partie du paysage. Et pourtant, c'est nous, les humains, qui l'avons invité. En ce moment, à cette seconde, des milliers de vies se croisent. Sous nos pieds, au-dessus de nos têtes, dans nos parcs, dans nos ruelles, même dans nos craques de trottoir. Enracinées, ce sont quelques-unes de ces vies-là. Une invitation à suivre les traces de la nature en ville, celle qu'on côtoie chaque jour, tellement qu'on la voit même plus. Et si on prenait le temps de voir, d'écouter, déplacer notre regard pour voir de nouvelles histoires se dessiner dans le paysage. On est au milieu du 19e siècle. La révolution industrielle attire de plus en plus de gens en ville. Ils passent leur journée à l'usine et leur soirée dans les rues de la ville. Des rues qui ne ressemblent pas à celles d'aujourd'hui. Des rangées de briques et de béton, sans arbres, où même l'air devient opaque, noirci par la fumée des cheminées. C'est à cette époque que des voix s'élèvent pour proposer de réintégrer la nature en ville. Fournir des espaces verts serait bon pour la santé et le bonheur des ouvriers. Beaucoup de projets de grands parcs urbains voient le jour, comme Central Park à New York et le parc du Mont-Royal à Montréal. Ces nouveaux parcs, on les imagine très différents des jardins à la française où chaque brin d'herbe a sa place. On veut créer des espaces qui imitent la forêt, dont le design est précisément conçu pour sembler naturel. Et pour faire plus naturel, ça prend des animaux. Des vrais animaux de forêt, mais pas dangereux. Et que les humains trouvent attachants. Le candidat tout indiqué, c'est l'écureuil gris. C'est comme ça qu'autour de 1870, on capture des écureuils en masse dans les forêts d'Amérique du Nord pour les relâcher dans les parcs des villes. Mais l'introduction des écureuils, ça ne sert pas juste à rendre les parcs plus réalistes. On les voit aussi comme un outil d'éducation morale. Les écureuils passent l'été à cacher des noix pour se préparer à l'hiver. Ils sont vus comme l'exemple du bon citoyen, travaillant et prévoyant. On se dit que les côtoyer inculquera les bonnes valeurs aux ouvriers. Et surtout, à leurs enfants. Parce que la présence d'animaux sauvages en ville vise aussi spécifiquement à améliorer le comportement d'un groupe de citoyens, les jeunes garçons. On les encourage à s'habituer à nourrir les écureuils plutôt qu'à les attaquer, en espérant que ça en fasse de meilleurs adultes plus tard. C'est une expérience de reconnexion à la nature qui peut nous sembler un peu maladroite, mais qui part de principes auxquels on croit encore aujourd'hui. Et les grands gagnants de cette expérience, c'est bien sûr les écureuils. Depuis 150 ans, ils ont tellement bien réussi leur intégration que dans plusieurs villes, on trouve maintenant qu'il y en a trop. Souvent, ce qui nous énerve le plus, c'est leur habitude de venir nous voir pour quémander de la nourriture. De citoyens modèles et travailleurs rigoureux, ils ont maintenant l'air de paresseux qui vivent sur notre bras. Mais la prolifération des écureuils a aussi du bon. Elle nous rappelle que notre ville est de plus en plus garnie d'espaces verts. Et ça fait du bien à la santé des humains, au moins autant qu'à celle des rongeurs. Le sentier s'ouvre. Le fleuve qui se déplie devant moi. Infini. Ciel immense. On voit loin. Le goéland vole au-dessus de l'eau. Je le regarde. J'imagine le chemin du fleuve jusqu'au bout. Je le suis jusqu'à la mer.
Ici, même l'air sent les vacances. En même temps, c'est bizarre de voir les goélands tous les jours en ville. Je veux dire, c'est des oiseaux de mer, puis on est à des centaines de kilomètres de l'eau salée. Comment ils se sont retrouvés ici? Les goélands, c'est loin d'être nos seuls voisins. Dans les grandes villes de la planète, il y a de plus en plus d'animaux sauvages. On y trouve des espèces qui ont appris depuis longtemps à tolérer la présence humaine, comme les rats ou les pigeons. Mais aussi une faune spécifique qui reflète l'écosystème dans lequel chaque ville est ancrée. Des singes à Delhi, des sangliers à Berlin, des opossums à Sydney, des chauves-souris à Houston. La nature d'une ville est peut-être aussi unique que sa culture. Les animaux urbains ont tous un point en commun. S'ils sont là, c'est parce que la vie en ville répond à leurs besoins. D'abord parce que l'emplacement des villes, souvent près de l'eau, sur des terres fertiles, était déjà un lieu riche en biodiversité avant que les humains s'installent. Mais les villes offrent aussi aux animaux plusieurs habitats propices. Nos gratte-ciels et nos clochers d'église sont autant de falaises où aiment se percher oiseaux marins, rapaces, pigeons. Certains oiseaux de proie profitent de ces perchoirs panoramiques pour préparer leur chasse. Il y a même une famille de faucons pèlerins qui vit au sommet de la tour de l'Université de Montréal. Les rongeurs, eux, profitent des millions de petites ouvertures qui se forment dans nos bâtiments, nos rues, nos égouts. Et ils n'ont pas besoin de grand-chose. Pour un écureuil, un trou gros comme un 25 sous suffit pour passer tout son corps. Une souris, elle, a juste besoin de l'équivalent d'un 10 sous. Chaque trou, chaque craque, chaque interstice, des milliers de boulevards à petite échelle. Une ville dans la ville. Ça, c'en est peut-être un. Des feuilles froissées, une brindille cassée. Je me penche pour regarder à travers le trou dans les branches. Un passage dégagé entre deux buissons qui continue vers le haut de la butte. Une trace, juste là dans la boue. 5 longs doigts minces, comme une main d'enfant. En face, une poubelle près du bord de l'eau. L'endroit idéal pour que le raton laveur puisse faire honneur à son nom, plonger dans le fleuve ses trouvailles pêchées dans la poubelle. Mais pas exactement pour les laver. En fait, le raton a surtout un sens du toucher super développé, au moins 10 fois plus que le nôtre. Mais en plus, ses mains deviennent encore plus sensibles dans l'eau. Dans le fond, pour lui, laver son souper, c'est la meilleure manière d'être sûr de ce qui est à veille de se mettre dans la bouche. On ne sait pas exactement d'où cette habitude-là lui vient. Peut-être parce que dans son habitat d'origine, il attrape souvent des petits animaux, comme des écrevisses, directement dans l'eau. Mais mettons qu'aujourd'hui, ça lui sert surtout à palper des trésors trouvés dans nos vidanges, qui ont peut-être, eux, vraiment besoin d'être lavés. En ville, il y a beaucoup de nourriture. Parce que les humains savent produire beaucoup de déchets. Mais il faut savoir être flexible. Comme les ratons laveurs, qui mangent à peu près de tout. Ou les rats, qui cohabitent avec nous depuis des milliers d'années. Et qu'on cherche à exterminer depuis à peu près aussi longtemps. Pourtant, des rats, on n'en voit presque jamais en ville. Mais ça ne les empêche pas de jouer un rôle crucial dans l'écosystème. Principalement en consommant nos déchets, justement. Chaque année, un seul rat urbain peut en manger jusqu'à 9 kilos. Les rats aident aussi nos égouts à mieux fonctionner en mangeant les ordures qui pourraient s'accumuler dans les tuyaux et les boucher. Comme nos restes sont facilement accessibles et qu'on a parfois pris l'habitude de nourrir les animaux, plusieurs espèces urbaines délaissent leur alimentation normale. Mais c'est pas idéal. Manger nos déchets, ça rend certains animaux obèses et ça nuit à leur santé. Et ça peut encourager des espèces potentiellement dangereuses à s'approcher de plus en plus des maisons, parce qu'ils associent présence humaine et buffet à volonté. D'autres animaux trouvent leur festin ailleurs que dans nos poubelles, dans nos parcs et nos cours de plus en plus vertes. Comme la moufette, qui raffole des prairies et des pelouses dégagées que l'humain crée quand il s'installe quelque part. La moufette consomme principalement des insectes et des larves. Dans une grande partie du territoire qu'elle occupe, c'est la plus grande consommatrice d'insectes nuisibles. Dans l'État de New York, elle est même protégée pour l'aide cruciale qu'elle fournit aux agriculteurs dans leur combat contre les ravageurs. Aïe aïe!
Une seconde d'inattention et je me retrouve le pied dans un trou. Sûrement un terrier de marmotte. Une autre dont on voit les traces partout en ville. Mais bon, même si elles viennent parfois dévaliser mon potager, je le sais que les marmottes aussi sont utiles. En fait, la plupart du temps, elles se contentent de brouter du gazon. Et des plantes qu'on considère comme des mauvaises herbes. Apparemment, elles seraient particulièrement friandes de pissenlit. Mais leur principale activité, comme mon soulier plein de terre peut en témoigner, ça reste de creuser. Et ça, c'est bon pour mon potager. En creusant leur tunnel, les marmottes aèrent la terre. Ça aide à mieux drainer l'eau et ça rend le sol plus fertile. Wow, chut, on attend. Mon chien tire fort sur sa laisse. Lui, il a continué son chemin comme si de rien n'était. Les trous de marmotte, il sait très bien comment les éviter. Mettons qu'il s'adapte pas mal plus vite que moi à un nouvel environnement. Quand on change de maison, il faut toujours s'adapter, prendre de nouvelles habitudes. Pareil pour les animaux. Beaucoup d'espèces urbaines se comportent différemment de leurs compatriotes en forêt. Certains oiseaux, comme le bruant chanteur, chantent plus aigus pour que leur voix soit bien entendue, même par-dessus la pollution sonore. Les animaux urbains deviennent aussi moins territoriaux parce qu'ils sont forcés de partager un plus petit territoire à plusieurs. Densité sociale oblige, le raton laveur des villes niche et se promène en bande, alors que le raton des forêts est plutôt solitaire. Certains s'adaptent en décalant leurs heures d'activité. Pour éviter les moments où les humains se promènent, ils sont plus actifs à l'aube et en soirée que leurs cousins des campagnes. Certains animaux urbains seraient même plus intelligents et meilleurs pour résoudre des problèmes. Comme nos poubelles peuvent en témoigner, les ratons laveurs urbains savent ouvrir des mécanismes complexes pas mal plus vite que leurs compatriotes des forêts. Et pour certaines espèces, l'écart est devenu tellement grand qu'il est possible que des sous-espèces urbaines soient en train d'émerger. À Londres, les renards qui se promènent partout dans les rues présentent certains traits physiques et psychologiques plus près des animaux domestiqués que des renards sauvages. Ça serait pas la première fois que ça arrive. La domestication du chien, proche cousin du renard, a peut-être suivi une trajectoire similaire. Certains experts pensent que des loups se sont rapprochés de plus en plus des campements humains pour voler nos restes de nourriture. Éventuellement, ils ont fini par s'habituer à notre présence et accepter de nous obéir et de nous suivre partout en échange d'une gamelle toujours bien remplie. Assis. Assis. Bon chien. Reste. Je laisse mon œil se perdre dans le bleu du ciel. Regarde les nuages passer. Lentement. Mon chien assis à côté, le museau vers le large, lui aussi. Calme. Est-ce que les loups font ça des fois? Être assis, calme, à observer? Ou est-ce que c'est le genre d'attitude que juste un animal domestiqué peut avoir? Parce qu'il n'y a pas à se soucier de manquer de nourriture, ni peur de se faire attaquer par un prédateur. Entre les herbes, une grosse grenouille. Peau verte, luisante. Parfaitement à sa place dans l'eau vaseuse. Derrière, quelque chose d'autre brille. Coincé sous les branches, à moitié dans l'eau. Vert, luisant. Une canette. On va au moins se rendre utile. Je regarde autour. Un sac de plastique, une attache à pain, une bouteille d'eau. La grenouille disparaît sous l'eau. 2-3 bulles. Plus rien. Les traces des humains sur le paysage, elles, sont encore là. Et elles s'effacent pas mal moins vite. Beaucoup d'animaux arrivent à s'adapter à la vie en ville. Mais c'est pas la seule raison qui explique leur présence. Souvent, s'ils débarquent, c'est que leur habitat d'origine a été détruit par l'expansion humaine. Si les goélands sont là, c'est parce que leurs sites de nidification, au bord de la mer, sont détruits par les activités de pêche industrielle qui se multiplient. Mais beaucoup d'espèces sauvages n'ont pas ce luxe de pouvoir déménager en ville. Certains ne peuvent pas vivre à proximité de nous, ni dans le genre d'habitat que la ville crée.
Des habitats souvent petits, qui ne conviennent pas à des animaux qui ont besoin de larges territoires. Mettons qu'un troupeau de caribous lâché loose dans le parc La Fontaine, ça ferait le tour vite. En plus, les habitats que les humains laissent à la faune, en ville comme ailleurs, sont souvent morcelés, comme les grands parcs urbains enclavés entre des autoroutes. Si une catastrophe fait que l'espèce doit changer de territoire, elle a nulle part où aller. C'est pour ça que de plus en plus de projets visent à créer des corridors de biodiversité, des zones sécuritaires pour les animaux qui doivent se déplacer. Ces corridors encouragent aussi le mélange des populations, essentiel pour la survie d'une espèce à long terme. Si un seul groupe d'animaux devient séparé du reste de son espèce, comme c'est le cas du caribou en Gaspésie, la reproduction se fait juste à l'intérieur du groupe. Et comme peuvent en témoigner les derniers rois d'Europe, presque tous malades ou infirmes à force de marier leurs cousines depuis des siècles, la consanguinité, c'est jamais une bonne nouvelle pour la santé d'une population. Le problème, c'est que vivre loin des humains, c'est souvent plus possible. Pas quand on occupe plus de 70 % du territoire terrestre et qu'on en gruge un peu plus chaque année. On rase des forêts pour faire de la place à nos animaux d'élevage. On étend nos banlieues sur les terres agricoles et les milieux humides, pourtant nos réservoirs les plus riches de biodiversité. Et à mesure qu'on s'étend, les animaux sauvages sont repoussés dans des zones de plus en plus petites. Les contacts entre humains et faune sauvage se font plus fréquents, ce qui augmente les chances d'accidents et de zoonose, le transfert d'une maladie d'un animal vers l'humain, comme la grippe aviaire, la rage ou les coronavirus. Aujourd'hui, les mammifères sauvages, du lapin à l'éléphant au kangourou, représentent seulement 4 % des mammifères de la planète. Le reste, le 96 %, c'est 1/3 d'humains et 2/3 d'animaux d'élevage et domestiques. Et dans le 4 % d'espèces sauvages qui restent, 1 sur 4 est menacée d'extinction. Une ombre géante passe sur l'herbe. Un cri de film western. Il se pose sur une branche, juste en face de moi. Bec crochu, acéré. Un œil rouge parfaitement rond, qui me fixe. Sans cligner, sans même tourner la tête. Autour, le temps est suspendu. Les autres oiseaux ont disparu. Tout le monde s'est caché. Tout le monde attend. En silence. Tout le monde, sauf nous. Les humains autour continuent à rire, à marcher, à pique-niquer. Si l'humain est différent du reste des animaux, ça se voit surtout dans des moments comme ça. On a cette immense capacité à être aveugle à l'impact d'un petit changement sur le reste de la vie. Avant l'arrivée de l'épervier, quelques merles ont sifflé. Un cri d'alarme. Et tout le monde s'est mis à l'abri. Ces cris-là, les humains, on en déclenche constamment. Chaque fois qu'on rentre dans un endroit où les animaux ne nous attendent pas. Mais les répercussions de nos actions ne sont pas toujours aussi visibles. Une chance qu'il y a parfois des humains qui arrivent à voir ce qui échappe aux autres. Et qui me permettent, aujourd'hui, en pleine ville, d'être face à face avec un oiseau de proie. Une rencontre presque impossible, il y a seulement quelques générations. Les oiseaux de proie occupent une place paradoxale dans notre imaginaire. Le pigargue à tête blanche, le fameux bald eagle américain, est un des symboles les plus forts des États-Unis. Mais en même temps, le pigargue a longtemps été vu comme une nuisance, un compétiteur pour les pêcheurs. On l'a abondamment chassé, piégé, empoisonné. On vénérait le symbole pendant qu'on exterminait l'animal. Au 20e siècle, une autre menace est venue s'ajouter. Une menace invisible qui a mené plusieurs espèces d'oiseaux au bord de l'extinction en quelques décennies. Jusqu'à ce que la biologiste américaine Rachel Carson publie Printemps silencieux en 1966. Son livre documente la chute drastique des populations d'oiseaux de proie aux États-Unis et associe le déclin à l'utilisation abusive de l'insecticide DDT. L'insecticide ne vise pas directement les oiseaux. Mais quand il est pulvérisé sur les plantes, il est consommé par des petits animaux, qui sont ensuite mangés par un animal plus gros qu'eux, et ainsi de suite. À chaque étape, le poison devient plus concentré. Les oiseaux de proie, au sommet de la pyramide alimentaire, se retrouvent avec des quantités énormes de DDT dans leur corps,
Ils pondent des œufs aux coquilles trop minces et leurs bébés survivent pas. Le livre de Rachel Carson fait scandale. En faisant un lien de cause à effet précis, il permet de catalyser un mouvement qui mène à l'interdiction du DDT en 1972. Dans les décennies qui suivent, la plupart des populations d'oiseaux de proie commencent à se rétablir. Aujourd'hui, des centaines de milliers de pigargues survolent les lacs des États-Unis et le sud du Québec. Et en ville vivent des faucons, des buses, des éperviers, des chouettes, des hiboux. Quand on s'y met, notre grand pouvoir sur la nature peut aussi servir à réparer nos dégâts. Les oiseaux de proie m'aident à ne pas l'oublier. Le sentier est pas mal plus boueux par ici. Des traces de pattes partout. 4 doigts, 4 coussinets, 4 griffes. La trace la plus fréquente ici est de loin. Un autre chien. Un très gros chien, quand même. Ou autre chose. Dans les environnements contrôlés par l'humain, les premiers animaux à disparaître, c'est souvent les grands prédateurs. Les lions, les loups, les coyotes. On leur fait la guerre par peur qu'ils mangent notre bétail ou attaquent nos familles. Sauf qu'un monde sans grands carnivores, c'est pas toujours le rêve qu'on imagine. On sait maintenant qu'il existe des espèces dont la présence modifie drastiquement un habitat. On les appelle parfois les espèces clés de voûte, parce qu'elles ont un effet disproportionné par rapport à leur population. Et parce que si elles disparaissent, l'écosystème entier peut être grandement altéré, voire s'effondrer. Au parc de Yellowstone, dans le nord-ouest des États-Unis, on avait fait ce qu'on avait fait partout. Chasser ou éliminer les loups de la région pour protéger le bétail des ranchs autour du parc. En 1926, il ne restait plus aucun loup. Dans les années qui ont suivi, la population de wapitis du parc s'est mise à augmenter de plus en plus vite. Les wapitis, qui vivaient plus avec la peur constante des loups, restaient plus longtemps au même endroit, à brouter les jeunes arbres, avec pour conséquence que presque aucun arbre parvenait à maturité. Sans jeunes arbres, personne pour prendre la place des arbres plus vieux qui meurent et pas d'avenir pour la forêt et les animaux qui en dépendent. Des groupes ont commencé à demander le retour des loups pour rééquilibrer l'écosystème. Dans les années 90, quelques meutes de loups ont été réintroduites à Yellowstone. Comme on s'en doute, avec le retour des loups, la population de wapitis a diminué. Mais ils n'ont pas disparu. Loin de là. En fait, dès que la population de wapitis chute trop, les loups meurent en plus grande quantité, faute de nourriture. L'année suivante, il reste donc moins de loups, donc plus de wapitis survivent et le cycle reprend. C'est comme ça que la pression exercée par les prédateurs aide à conserver un équilibre à long terme. Les wapitis ont aussi recommencé à changer fréquemment de lieu de broutage pour éviter les meutes de loups, ce qui a permis aux jeunes saules et peupliers de grandir et aux berges de se reboiser. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est les effets indirects de la réintroduction des loups. Le retour des saules et des peupliers sur les berges a permis de ralentir le courant des ruisseaux. Et c'est là qu'on a vu le retour du castor dans le parc. Les saules et les peupliers sont ses arbres préférés, autant comme nourriture que pour construire ses barrages. Alors qu'on trouvait environ 25 castors à Yellowstone dans les années 20, il y en a maintenant une centaine. Et ça va plus loin. Parce que le castor, lui aussi, est une espèce clé de voûte. En construisant des barrages, il crée de nouveaux habitats. Dans ces zones inondées, une toute autre vie animale et végétale se développe. Ça devient un paradis pour les plantes de tourbière, les amphibiens, plusieurs insectes. Les barrages servent aussi de réservoirs naturels qui aident à stabiliser le niveau d'eau. Ils protègent contre l'excédent de pluie et les inondations et fournissent une réserve en cas de sécheresse. La nature, c'est pas une série d'habitats fixes et immuables. Les animaux vivent pas dans l'environnement comme un personnage dans son décor. Chacun contribue, à son échelle, à le construire et à le maintenir. Même les loups. Et même les coyotes de Montréal. En chassant des rats et des souris, les coyotes limitent la propagation de la maladie de Lyme en faisant disparaître les rongeurs qui sont souvent porteurs de tiques. Les coyotes et les loups ne cherchent pas à s'approcher de l'humain. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir peur, nous aussi. 2 yeux qui brillent au fond de la nuit. Une peur ancestrale de conte pour enfants, mais bien réelle.
Un virus microscopique peut décimer des millions de personnes, pendant que les loups tuent 10 personnes par année sur toute la planète. Malgré ça, la peur reste. On a bâti des villes pour se protéger de la nature sauvage. La nature n'a jamais été aussi sécuritaire pour l'humain. Et pourtant, on a encore peur. Peut-être même plus qu'avant. On a toujours plus peur de ce qu'on ne connaît pas. On veut tous vivre dans un monde sans danger. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Et à quel prix? Chut. Mon chien s'est détaché. Il est déjà loin, au pied d'un arbre. J'ai à peu près un écureuil. Viens! Il me regarde. Il s'en va encore plus loin. Super. Il a l'air parfaitement à l'aise dans sa nouvelle liberté. Si j'avance, il recule. Je sais. Je cours en m'éloignant de lui. Il embarque dans le jeu. Il court jusqu'à moi. Il est tout content. Bon chien! Je le rattache. La liberté que mon chien veut, c'est pas toujours celle que je suis prête à lui donner, mettons. Combien de liberté on est prêt à redonner à d'autres espèces? Est-ce qu'on est capable de vivre avec l'inconfort que ça génère? Dans le parc, une femme qui mange son lunch assise sur un banc. Un pigeon s'approche, intéressé par son sandwich. Il fait un geste de la main pour le faire partir. Il s'envole vers une statue. Il y a des pics anti-pigeons tout autour. Il va se poser plus loin, sur le gazon, avec les autres. Les pigeons sont des oiseaux hyper intelligents. Ils sont capables de reconnaître des visages humains individuels et de se souvenir de nous. Ils peuvent agir différemment avec nous selon si on a été gentil ou méchant avec eux dans le passé. On vit avec les pigeons depuis des millénaires, depuis qu'on a appris à les utiliser comme messagers parce qu'ils ont cette faculté légendaire de toujours pouvoir retrouver leur maison. Mais malgré tout, le pigeon a mauvaise réputation. Souvent, on le trouve sale. D'un autre côté, la colombe, sa cousine, est un symbole de paix, de grâce, de pureté. Elle est tellement propre qu'on en a fait une marque de savon, Dove. Mais souvent, ce qu'on appelle une colombe, par exemple celle qu'on relâche pendant les mariages, c'est pas une colombe. C'est juste un pigeon blanc. Est-ce que le pigeon nous dérange parce qu'il est vraiment plus sale? Ou parce qu'il aime pas se percher dans les arbres comme les autres oiseaux? Parce qu'il marche sur le trottoir comme nous, avec nous? Plus facile d'aimer ce qui est jamais dans notre chemin. Les pigeons, les rats, les coquerelles. Les animaux qui cohabitent avec l'humain depuis le plus longtemps sont souvent vus comme de la vermine. Ces animaux qui s'épanouissent en ville, ils sont résilients, flexibles, opportunistes, adaptables. Ils ont une alimentation variée, ils sont hyper intelligents et hyper sociables. En fait, ils ressemblent beaucoup à un autre animal, à deux pattes. Très bon lui aussi, pour se répandre aux quatre coins de la planète. Voyons, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu veux? OK, vas-y, allez. Oh. Un écureuil. Sur le dos. Tu sens sur le flanc, la gorge. Il frémit. Il respire fort. Je sais pas quoi faire. Je sais qu'il n'y a rien à faire, mais je sais pas quoi faire. Je sais pas comment abréger ses souffrances, ou j'ose pas. En même temps, on dirait que tourner le dos, ça serait encore pire. Il bouge plus. C'est fini. Viens, viens. On s'en va à la maison. Viens. Je ne sais pas s'il existe une différence fondamentale entre les humains et les autres animaux.
notre capacité à se raconter des histoires. Des récits qui nous permettent de donner un sens au monde, de s'orienter face à ce qui nous dépasse. On s'est doté d'un modèle rationnel pour essayer de protéger la nature. Des données, des preuves. C'est ça qui a permis de sauver les oiseaux de proie, de comprendre les complexités de l'écosystème de Yellowstone, de justifier de protéger un habitat complet plutôt que juste des espèces précises. Mais ce récit-là, il est incomplet. Face à l'écureuil, à terre, il suffit pas. L'extinction, c'est pas des chiffres dans un tableau. C'est des milliers, des millions de morts. Et aussi le symptôme d'un problème plus large. Notre séparation d'avec la nature. Pour réparer cette fissure-là, ça va prendre des nouveaux récits. Ou peut-être des récits très anciens. Il y a des anthropologues qui estiment que le moment où l'humain a cessé d'être un singe comme les autres, c'est quand il a commencé à enterrer ses morts. Le deuil. Le récit ultime pour essayer de donner un sens au moment ultime d'une vie. Mais un deuil, c'est pas juste de la tristesse. C'est aussi le moment de célébrer la vie. La trace que celui ou celle qui est parti laisse en nous. Et c'est l'occasion de remarquer ceux qui sont encore là. De choisir d'en prendre mieux soin. Un autre sentier. Un raccourci qui remonte la berge jusqu'à la rue entre les arbres. Je l'avais jamais remarqué avant. Ces sentiers-là, les urbanistes les appellent des chemins de désir. En dehors des chemins déjà tracés, des rues bien pavées, des histoires établies, il y a aussi ça. Le désir de débroussailler la voie, de tracer un nouveau chemin qui nous ressemble. Il paraît que ça prend seulement 15 personnes qui passent au même endroit pour qu'un chemin de désir commence à se dessiner. C'est pas beaucoup. Mais dès que le chemin existe, tout à coup, tout le monde se met à l'utiliser. Peut-être que réapprendre à habiter le monde, ça commence plus facilement qu'on pense. Par tracer quelques pas, ensemble, dans la même direction. Enraciné est une production du Théâtre du Renard. Texte et narration, Antonia Lenné-Granger. Musique et conception sonore, François Jalbert. Conseillère dramaturgique, Noémie Vido-Mayette. Illustration, Julien Castagnier et Émilie Beaulieu. Stratégie numérique, Loïc Leroux-Beaulier et Magnéto. Ce projet est réalisé grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec. Merci à nos partenaires de diffusion, l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, l'arrondissement de Saint-Laurent, le Cœur des sciences et Espace pour la vie. Vous en voulez encore plus? Rendez-vous sur la page web de l'épisode. Vous y trouverez une liste de ressources pour reconnaître les traces des animaux qui vivent tout autour de vous et en prendre mieux soin. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres explorations de la ville et des vivants qui l'habitent. Juste ici, juste là, partout.